Bonsoir à tous et merci bien de nous avoir rejoints pour cette, je l'espère, belle et informative soirée sur l'agriculture régénératrice. Alors cette soirée, elle va être découpée en deux moments. Le premier moment, ça va être la projection du film Common Ground, qui est un film américain qui a été réalisé par Jeff et Rebecca Tickle, et qui va nous parler d'agriculture régénératrice et notamment d'agriculture régénératrice aux États-Unis. Donc ça va être la première partie, à peu près 45 minutes. Et puis à la suite de ce film, eh bien, c'est avec un très grand plaisir que je recevrai 5 experts, agriculteurs, agronomes, chercheurs, pour une discussion ensemble informelle, pour un retour d'expérience évidemment sur leur parcours, sur ce type d'agriculture et pour discuter ensemble voilà, de l'avenir de l'agriculture. On dira ça comme ça, sans pression. Alors, cette projection, elle arrive à un moment où on le voit, en tout cas dans l'actualité politique, il y a un petit retour en arrière environnemental. On voit que l'agence bio est mise en péril. On parle aussi beaucoup éventuellement de l'abandon de l'OFB, qui est l'Office français de la biodiversité. Donc on est vraiment dans un contexte politique où on voit finalement un impact qui est moindre sur l'environnement. Et dans ce sens, ça va être juste la petite partie minuscule philosophique de ce moment, ou peut-être plus tard, après on l'aura avec les intervenants. Je me suis interrogée sur le mot common ground. Finalement, j'ai trouvé que ce titre était assez bien choisi et j'ai souhaité faire la différence entre ce mot et essayer de trouver un petit peu sémantiquement ce que ça veut dire. Et finalement, common ground, évidemment, ça veut dire un terrain commun. Donc ça, c'est vraiment la traduction littérale. Mais un terrain commun, finalement, ça veut dire un point commun. Ça veut dire qu'on a quelque chose en commun. Et ça, si on le dérive et puis si on dépelote la pelote de laine, je ne sais pas trop comment dire ça, finalement, ça veut dire qu'on a un socle commun, qu'on a une masse commune. Et les psychologues se sont un petit peu penchés sur ce que ça veut dire common ground. Et si on va plus loin, ça va même plus loin que ça, puisque ça veut dire que ce sol, c'est pour nous une convergence. C'est une convergence tacite. Ça veut dire que nous, tous, partout sur la Terre, il y a une chose qu'on a en commun, c'est qu'on a les pieds sur le sol. Et ça, finalement, c'est important. Et donc, le préserver, qu'est-ce que ça donne lorsqu'on a un point comme ça de convergence tacite tous entre nous? Eh bien, ça nous apporte une identité collective. Et simplement, je voulais vous laisser avec ça pour le début de cette projection et vous dire que voilà, ça donne de l'espoir parce que tous ensemble, on a cette identité collective qui est le sol. Voilà, ça c'était pour la petite partie philosophique et maintenant je passe à la petite partie publicité parce que je ne vous ai pas du tout parlé de la Fondation Evertea. Mais donc nous sommes en partenariat avec le Palais des Congrès, les organisateurs ce soir. Et la Fondation Evertea, on a pour mission d'accélérer la recherche en santé et environnement, de former et d'informer les décideurs publics et privés, mais on a aussi une mission d'information et de formation de tous les publics. Et dans ce sens, on est très heureux de vous annoncer l'ouverture de l'école de la Fondation et donc l'ouverture des inscriptions. Donc cette école de la Fondation, c'est une école qui est 100% gratuite et qui va vous permettre pendant 3 heures de venir à la Fondation rencontrer un chercheur, une chercheuse, un intervenant, une intervenante sur des thématiques variées en santé-environnement. Vous le voyez ici, polluants d'environnement, écotoxicologie des sols, territoire plus durable. Voilà. Donc le seul petit hic, c'est qu'il y aura uniquement 10 personnes. Voilà. Le nombre est limité à 10 personnes puisqu'on a envie que les interactions soient quand même riches et profondes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous le trouverez sur le site de la Fondation. Et puis j'ai pas dit, mais on a aussi évidemment 2 parrains absolument prodigieux et fabuleux, très connus. Éloi Laurent, qui est économiste de la santé, et Arthur Keller, qui lui est un ingénieur conférencier sur le changement climatique et le développement durable. Voilà, et avant de vous laisser profiter de la projection, j'aimerais également remercier le Palais des Congrès, Valence Roman Tourisme, avec qui nous sommes en partenariat pour ces conférences du Palais. Et j'aimerais également remercier Adeva pour leur soutien technique. Voilà, je vous laisse profiter de la projection Common Ground. En tout cas, on va passer maintenant à la table ronde pour discuter de façon un petit peu informelle de cette agriculture régénératrice. Alors, vous l'avez vu,
Et je sais qu'en France, on aime bien. C'est vrai que c'est un tournage très américain. Et voilà. Avec des jolis papillons, etc. Mais il dit quand même l'essentiel. Et surtout, il adresse effectivement des problématiques qui peuvent être des problématiques, disons, plus spécifiques aux États-Unis, puisque eux, ils sont vraiment sur des grandes cultures, alors que nous, on a des espaces qui sont plus restreints. Mais le fond est le même, en fait. Je pense que voilà. Et c'est intéressant de voir aussi. Il me semblait, en tout cas pour nous, que finalement, ce passage à l'agriculture régénératrice, il est aussi possible justement sur tellement d'hectares et voilà, sur des grandes parcelles comme ça. Et donc, je trouve que c'est plutôt encourageant. Voilà. Donc, on a récupéré quelques-uns de nos intervenants. Donc, je vais leur demander de venir me rejoindre ici sur le plateau. Voilà, donc merci à vous d'être avec nous. Donc vous l'avez vu peut-être également, l'agriculture régénératrice, donc ce qui a été expliqué dans le film. Là, je vais faire quelque chose de très court. Finalement, l'agriculture régénératrice, c'est une des branches de l'agroécologie, avec l'agriculture biologique, avec l'agriculture de conservation des sols, et puis on a cette agriculture régénératrice. Et l'un des fondements finalement de cette agriculture, c'est vraiment de favoriser la matière organique du sol, donc d'enrichir le sol. Et pour ça, on ne travaille pas les sols, donc on n'a pas de labour. Et puis on a une couverture du sol. Et alors là, ça se corse parce que finalement la définition, mais on en parlera avec nos invités, elle n'est pas toujours très claire. Soit on a plus de diversité végétale, de biodiversité, soit on a une réduction aussi des herbicides notamment, ce qu'on a entendu aussi dans le sujet. Et donc, pour en parler un petit peu avec nous et voir quelles sont les applications aussi ici en Drôme, eh bien, voilà, j'ai le plaisir de recevoir Tariq Zniber, agronome à l'ADAF, arbre et sol, arbre et sol vivant. Également Alexandre Berger qui est avec nous, qui est agriculteur au GAEC des Péris. Bonjour Alexandre, vous pouvez prendre quelques micros, vous en avez là avec vous si vous voulez. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bruno Darnaud qui est avec nous aussi, qui est arboriculteur. Et ensuite nous avons Lucas Petit, chercheur, qui vient de rejoindre le FIBEL, je l'ai bien dit. Ouais. Voilà. Et puis Gaëtan Aubert qui est avec nous également et qui est agriculteur, lui qui est en agriculture régénérative sur grande culture. Merci à tous d'être avec nous. Et puis, on va démarrer dans le vif du sujet. Donc, Tariq, vous êtes agronome, j'ai dit, à l'ADAF. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre parcours à l'ADAF et ce que vous faites ? Oui. Bonsoir tout le monde. L'ADAF, Arbre et Sol Vivant, c'est une structure qui a presque 10 ans, qui fêtera ses 10 ans en octobre. Et donc qui travaille sur le développement de l'agroécologie et de l'agroforesterie sur les territoires de Drôme et d'Ardèche. Donc on travaille avec les agriculteurs sur des projets d'agroforesterie. Donc on plante à peu près 20 000 arbres par an sur des fermes, donc soit sous forme de haies, soit sous forme d'arbres intraparcellaires. Et on accompagne aussi les agriculteurs dans le changement de leurs pratiques. Et du coup, dans les pratiques qu'on dit de sol vivant, donc il y a plusieurs termes. Donc on peut parler aussi d'agriculture régénérative ou régénératrice, peu importe. Donc il consiste en les 3 piliers un peu qu'a cité Gabe Brown. Donc la réduction du travail du sol, le fait de couvrir au maximum, donc de faire de plus en plus de photosynthèse et de capter du carbone, et aussi de diversifier les plantes cultivées. Donc pour accompagner les agriculteurs dans ce sens, on a depuis un peu la création de l'ADAF, enfin quand j'ai rejoint l'ADAF en 2018, on a monté des groupes d'échange entre agriculteurs, donc ce qu'on appelle des GI2E, des groupes d'intérêt économique et environnementaux. Et l'idée, c'est de créer des synergies entre des agriculteurs qui mettent en place ces pratiques ou qui essaient de les mettre en place et qui sont un peu isolés, parce que il y a un pourcentage très faible de la population agricole qui utilise ces techniques, de l'ordre de 2%. Et c'est difficile d'être accompagné par des techniciens et souvent on prend des risques. Voilà. Vous comprenez, vous savez tous, on le voit un petit peu à la télé ou si vous connaissez vous-même des agriculteurs, que c'est dur économiquement parlant, donc c'est difficile pour les agriculteurs de prendre des risques.
et de changer leurs pratiques. Et il n'y a pas forcément de volonté politique dans ce sens. Donc voilà. Donc en fait, on a regroupé ces agriculteurs pour qu'ils échangent autour de leurs pratiques, et on a aussi créé des synergies avec le monde de la recherche. Et donc on invite aussi des intervenants extérieurs, donc des chercheurs du CIRA, de l'INRAE, du Muséum d'histoire naturelle, pour venir parler des différentes thématiques dans lesquelles ils se spécialisent. Donc autour, par exemple, des mycorhizes, de l'oxydoréduction par rapport à la question des maladies. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps là-dessus. C'est bon. Et c'est ça, c'est créer des liens, favoriser l'échange de savoir, l'intelligence collective autour de ces pratiques-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai d'autres choses ou si je laisse la parole. Si, non, c'est super. Après, vous avez un peu répondu à qu'est-ce que c'est finalement pour vous la définition d'agriculture régénérative. Alors c'est vrai qu'on dit régénératrice ou régénérative, moi je ne sais pas très bien non plus lequel dire. Et finalement, à quoi ça sert? Pourquoi? À quoi ça sert? Ouais. On l'a un peu vu dans le film, donc ça sert à stocker du carbone dans les sols, à réduire les problématiques d'érosion. Donc, ils en parlent un petit peu dans le film, mais chaque année, tous les 10 ans, on perd à peu près 1 millénaire de formation de sol. Donc en fait le sol est précieux, donc des fois on a des sols qui peuvent être profonds et on le voit pas trop à l'échelle d'une vie, mais en fait on peut vite le voir par exemple sur des coteaux ou autres. Et souvent, c'est là où les agriculteurs changent leur pratique, justement quand ils voient leur sol partir. Et ça permet aussi l'infiltration de l'eau dans les sols. Donc on l'a vu un petit peu dans la vidéo, mais les problématiques d'inondation, etc., c'est lié au fait que les sols agricoles aussi, enfin c'est lié à l'imperméabilisation des sols, mais aussi au fait que les sols agricoles ne permettent pas d'infiltrer suffisamment d'eau, et ces pratiques d'agriculture régénérative permettent, donc il y a eu des études là-dessus, par exemple autour du Gers, dans le bassin Adour-Garonne, qui montraient qu'il y avait 30% d'infiltration supplémentaire dans les sols. Ça aussi, quand les sols sont couverts, il y a un effet albédo qui fait qu'il y a moins d'émissions d'infrarouges qui vont faire vibrer en fait les gaz à effet de serre et qui vont créer du réchauffement climatique. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, bon, en tout cas c'est déjà pas mal, je pense. Oui, quand même quelque chose à signifier, c'est que on a des niveaux de rendement à peu près équivalents à l'agriculture, on va dire, conventionnelle, que ce soit du côté des bio ou du côté des agriculteurs conventionnels, enfin, qui utilisent encore des engrais, des pesticides, et qui mettent en place cette agriculture régénérative. Et donc, voilà, la question de on ne peut pas nourrir le monde, voilà, ne se pose pas, en tout cas dans le cas de ces techniques. Ça, c'est intéressant. Vous avez devancé ma question de fin. Mais oui, le rendement, non, mais c'est bien. Après, peut-être, si déjà certains veulent répondre sur le rendement, ou peut-être qu'on ira un petit peu après. Je sais, Gaëtan, on en avait déjà parlé au téléphone du rendement. Ça, c'est une vraie question. C'est vrai que pour les rendements, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué au niveau de la culture du blé. C'est vrai que les premières années, je ne sais pas si j'explique tout de suite ce que je fais ou pas, du coup. Donc voilà, donc moi c'est Gaëtan Aubert, donc je suis agriculteur sur la commune de Lens-Lestan dans le nord de la Drôme. Je me suis installé en 2012 et donc avec mon père on a créé une société. Gaëtan, je suis désolée, on n'entend pas. Et donc depuis 2017 on est passé en agriculture de conservation des sols ou agriculture régénératrice par rapport à notre coopérative la Dauphinoise, anciennement la Dauphinoise qui est Oxiane maintenant. On faisait partie d'un groupe éco-phyto, c'était des groupes qui visaient à réduire en fait tous les phytos. Et on est parti donc 2 jours dans le nord de la France à Nouan-le-Fuselier. C'était des journées qui étaient organisées par l'APAD. Donc l'APAD, c'est une association en fait pour le développement de l'agriculture durable. Et donc on a vu des agriculteurs qui travaillaient sur des pratiques comme ça, qui fonctionnaient comme ça depuis de nombreuses années. Et ça nous a fait vraiment poser beaucoup de questions, dans le sens où, sans travailler les sols, on arrivait quand même à avoir des belles récoltes.
Donc déjà pour nous au départ, le simple fait de ne plus labourer, c'était vraiment quelque chose c'était une révolution, quoi. On ne savait pas du tout que ça pouvait exister. Donc ça nous a vraiment interpellés. Donc j'ai suivi pas mal de vidéos sur Internet, regardé pas mal de vidéos, de visioconférences, de choses comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait une personne que je regardais, donc qui venait en formation avec la DAF. Donc je me suis dit, c'est peut-être important de pouvoir aller voir une personne comme ça qui est pas loin de chez moi, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai connu la DAF et qu'on a commencé les formations ensemble. Et puis depuis, voilà, quoi, on se suit toujours et on apprend vraiment beaucoup de choses. Et comme on le disait, c'est pas forcément des choses qu'on apprend à l'école. Donc c'est toute une remise en question. C'est une autre réflexion. C'est tout ce qu'on fait en fait. Après, c'est vraiment de manière réfléchie. C'est quel impact je vais avoir sur mon terrain. Qu'est-ce que ça va faire par rapport à mon sol, à la plante, à ma biodiversité. C'est vraiment une réflexion qui est complètement différente. Voilà. Ouais, merci Gaëtan. Et du coup, moi j'étais un peu, on part un peu comme ça par rapport à mon conducteur, mais c'est pas grave. Mais du coup, moi j'étais assez surprise aussi de l'importance d'Internet, mine de rien, de YouTube, du réseau, au départ en tout cas pour voilà, les agriculteurs qui souhaitent se former, faire différemment, faire autrement. Enfin, je trouvais que ça, c'était quand même assez marquant, voilà, le fait que cet outil existe et que donc ça crée quand même une forme de connexion et un début, en tout cas, d'apprentissage, même si évidemment après, du coup, vous êtes vraiment dans la formation et dans l'apprentissage physique avec une association et voilà, de façon professionnelle. Mais je trouvais ça intéressant quand même de noter que voilà, c'était quand même une technologie utile pour mettre en lien. Eh bien, super. Et donc, en termes de rendement, Gaëtan, vous avez dit pour le blé un peu moins, mais par contre, pour le reste... Alors, c'est vrai que les premières années, on va dire les 2 premières années, on n'a pas spécialement vu de différence, enfin, un petit peu plus sur les cultures de printemps. Après, au niveau des cultures d'automne, c'était les mêmes rendements. Et puis maintenant, on a une baisse un peu sur la culture du blé, notamment. Par contre, après, ce qui est culture de printemps, ça marche pas trop mal, quoi. Mais c'est vraiment c'est un apprentissage de tous les jours, c'est savoir comment fonctionne mon sol, c'est savoir quelle plante il faut que je mette en couvert pour ma culture qui va venir derrière. C'est tout un tas de réflexions qu'on essaye de mettre en place et qui ne sont pas évidentes, quoi. Donc c'est pas facile. Je sais qu'on avait discuté, du coup, Alexandre, je rebondis. Si vous voulez vous présenter, je sais qu'on en avait discuté aussi et vous m'aviez dit que ça c'était peut-être ce qui était le plus challenging, c'était l'adaptabilité qu'il fallait pour ce genre d'agriculture. Oui, alors je sais pas ce que je me présente la ferme, tout ça. Oui. Ouais, donc bonsoir, moi je suis en GAEC avec mon frère, mon père et une associée, donc on est 4 à Château-Double. On a des chèvres, des veaux de boucherie et puis à peu près 200 hectares de terre en céréales diverses, donc colza, blé, orge, févrole, soja, maïs et luzerne, avec un peu de noix, 7-8 hectares de noix. Moi je me suis lancé là-dedans parce qu'on a des parcelles très hétérogènes, étalées, éparpillées sur 4 communes et 2 cantons. Avec et sans l'irrigation. Donc en fait l'histoire a commencé en 2002, je crois 2001. C'est un de nos voisins qui a acheté un semoir direct parce qu'il voulait partir dans ces techniques-là. Alors moi j'étais pas encore installé, j'ai commencé en 2006, mais en démarrant j'ai acheté la moitié de son semoir pour commencer à faire du semi-direct complètement au pif. Alors peut-être justement, est-ce que vous pouvez expliquer ici ce que c'est du semi-direct ? Pardon. Non, je vous en prie. Donc en fait, il s'agissait de semer directement la culture sans aucun travail du sol, après désherbage chimique avec un glyphosate. Et donc, entre 2 cultures, par contre, on se met un couvert végétal. Alors ça peut paraître surprenant, mais même l'été, après la moisson du blé ou de l'orge, on sème des plantes qui se débrouillent très bien pour pousser, même sous 45 degrés. Et à l'automne, après l'été, donc pouf, on peut planter une autre culture sans aucun travail. Et on fait comme ça, culture d'hiver ou culture de printemps. Alors la culture d'hiver, c'est tout ce qui va être céréales à la paille, blé, orge, ou même le colza.
Et au printemps, le maïs et le soja. Et c'est le même principe, toujours avant, on sème à couvert. Voilà. Donc combien de temps, moi ça m'a surprise que vous êtes quand même des précurseurs, je me rappelle Gaëtan, vous avez dit en 2 ans, vous avez transformé, c'est ça votre exploitation ? Ouais, donc en 2017, on a commencé sur 2 parcelles. Donc on a essayé sur une petite parcelle en blé et sur une petite parcelle en maïs. Alors c'était 1,5 hectare, 2 hectares à chaque fois. L'année d'après, donc en 2018, on a passé la moitié de la ferme en semi-direct. Parce qu'en fait, on faisait de la production aussi en parallèle de semences, donc des maïs semences et des tournesols semences. Et sur ces cultures-là, sur les contrats, en fait, on était obligé de labourer. Donc on a continué encore 1 an à faire de la semence. Et l'année d'après, on a tout passé en semi-direct. Ouais, donc ça a été assez rapide. Ouais. Et vous, Alexandre Alors moi, j'ai commencé tout de suite en 2006 sur 5 hectares. Alors à l'époque, on n'était que 2 avec mon père sur une centaine d'hectares. Et j'ai arrêté 2 ans. J'ai recommencé à gratter parce que j'arrivais plus à faire pousser mes couverts correctement. J'avais pas la bonne rotation. Et en 2010, j'ai recommencé sur 10 hectares. Et là, on est parti à augmenter les surfaces quasiment chaque année, en fonction de la rotation, jusqu'à être à quasiment 100% maintenant. Voilà. Ok. Et alors Tariq, du coup, je reviens vers vous. Alors j'ai vu, peut-être vous allez me corriger si j'ai faux, qu'à peu près 12% de la surface agricole nationale est en agriculture biologique. En Drôme, on est plutôt bon élève parce qu'on a 25%. En ce qui concerne l'agriculture régénératrice, c'est combien à peu près ? Est-ce que vous avez une idée peut-être au moins en Drôme ? Ouais. Aucune idée. Bon, ça, c'est fait. Oui, il n'y a pas forcément de statistiques. Alors peut-être que je ne les ai pas vues. Ouais. Sur la plaine de Valence, il doit y avoir peut-être, je ne sais pas, Alexandre, une cinquantaine d'agriculteurs qu'on connaît qui travaillent sur ce genre de pratique. D'accord. Sur quoi ? Sur 5000 agriculteurs, il me semble. Bon, on va dire on reste à peu près dans les zones nationales, je pense. D'accord. Voilà. Il y avait une autre question ? Non, mais c'était Oui. pour ça, en fait, pour savoir un peu si vous... après, l'idée derrière ça, avant de passer peut-être à Monsieur Darnaud, c'était de savoir voilà, si vous aviez un engouement, si vous trouviez qu'il y a quelque chose qui se développe voyez, de ce côté-là. Est-ce que les gens vont de plus en plus vers ce type d'agriculture, par exemple, parce qu'il y a de la demande ? Donc, je vais d'abord me présenter, peut-être. Donc, Bruno Darnaud, donc moi je suis arboriculteur donc, sur la commune de La Roche-de-Glun. J'ai quelques cheveux blancs, donc je me suis installé en 1990 et je suis plus près de la sortie que de l'entrée. C'est toujours difficile de cataloguer les gens dans telle agriculture. Je vais juste donner mon exemple, comme ça permettra d'éclairer. Moi, quand je me suis installé en 1990, il y avait quelques vergers sur l'exploitation que j'ai reprise. Et les vergers, ils étaient soit grattés au milieu, c'est-à-dire on grattait l'herbe, etc., soit on désherbait totalement. Et moi, dès mes premières années d'installation, j'ai d'abord installé des brise-vents. Donc ça date pas d'hier, ça date des années 90. Et j'ai tout enherbé, et l'arboriculture et la viticulture. Et l'exemple qui a été donné tout à l'heure précédemment, ça a beaucoup d'avantages. Et dans un métier comme le mien, comme l'arboriculture, qui renouvelle les vergers sur 15 ou 20 ans, eh ben, rien que les taux de matière organique, rien que le fait d'enherber, le fait de broyer les bois de taille, puisque les bois de taille, à l'époque, on les sortait pour les brûler, dans les années 90. Rien que de faire ça, c'est-à-dire rien que l'enherbement, rien que les bois de taille, on arrive à gagner 0,5 presque, voire 1 point sur certains terrains, rien que de matière organique. Ce qui est un élément très important. C'est pour ça que alors, moi, je fais peut-être partie de ce que vous appelez l'agriculture conventionnelle, mais je voudrais vous donner ces exemples-là, parce que même là-dedans, il y a énormément de choses qu'on va chercher à côté. Mais ça, c'est intéressant de le dire, c'est parce qu'il y a toujours des variations, bien sûr. On a l'impression de cataloguer les agriculteurs. Alors déjà, très bien qu'il y ait des agriculteurs qui prennent des risques. Oui. J'ai quelques fonctions professionnelles, puisque je suis secrétaire de la Chambre d'agriculture, et également président d'une station d'expérimentation qui est située à Étoile, sur lequel on a mis en place une plateforme de techniques alternatives et biologiques il y a plus de 10 ans, pour éviter de prendre ces risques individuels qui sont très lourds à prendre, parce que ça a été dit, les gens, c'est une prise de risque, ça ne marche pas tout le temps, pour essayer de montrer qu'on peut faire un certain nombre de choses. Mais même sur cette plateforme technique alternative et biologique,
tout ne marche pas, tous les systèmes ne fonctionnent pas, les terrains ne fonctionnent pas. Donc il faut qu'on reste modeste sur ces points-là. Mais moi, je voulais passer comme message que toute l'agriculture, elle évolue et que même si j'ai beaucoup apprécié le film, ce qui me déplaît dans ces choses-là, c'est les caricatures dans lesquelles on veut installer chaque agriculteur. Je crois que tout le monde essaie de progresser, alors plus ou moins à grande vitesse, mais je voudrais quand même insister sur ces faits-là, et personne n'est loin d'être immobile, et je reviens sur le principe d'être très modeste dans ce que l'on découvre, parce qu'ils l'ont dit précédemment, il y a des choses qui marchent une année, qui marchent un peu moins l'année prochaine, et sur le phytosanitaire, et je le dis ici, j'utilise des phytosanitaires, moins que dans les années 90, mais les débats en disant on va supprimer entièrement les produits phytosanitaires, c'est pas une idée que je partage complètement. Ça veut pas dire que ce qui a été dit dans le film est loin d'être négligeable, on l'entend, la réduction est importante, mais la chimie reste encore importante. Là où il y a une évolution forte, c'est que la chimie était parfois l'unique réponse à tous les problèmes. Aujourd'hui, c'est plus le cas, quelles que soient les agricultures. Oui, je pense que vous avez bien fait. Non, l'idée là, c'est pas du tout de comparer ni de mettre, non, pas du tout les agricultures dans des cases. Je pense qu'effectivement, on l'a bien vu de toute façon, même ici, que tout est adaptable, tout change, tout est aussi en fonction de la parcelle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien ressenti quand j'ai discuté avec chacun d'entre vous, que ça dépend du type de culture, ça dépend de là où on est, etc. Donc c'est vraiment effectivement tout à fait changeant. Et très variable. Mais c'est bien que vous l'ayez dit. Après, sur les pesticides, on n'a pas encore abordé la question. C'est vrai qu'on en avait discuté également. Il me semble que dans votre type d'agriculture, là, vous utilisez moins d'insecticides et de fongicides puisque le sol est en meilleure forme et donc les plantes également. Par contre, il reste beaucoup d'utilisation d'herbicides. Je ne sais pas si vous confirmez, Gaëtan et Alexandre. Oui, c'est vrai que une fois qu'on a un sol qui est en meilleure santé, donc forcément la plante se défendra mieux et on aura moins besoin d'amener de produits de défense sanitaire sur la plante. Après, la question du désherbage, c'est toujours compliqué. Il y a des choses qui ont été faites en bio et en agriculture de conservation des sols, essayer de mélanger les deux systèmes. Mais déjà, enlever le travail du sol ou enlever les produits phyto, c'est... En enlever un des deux, déjà, c'est compliqué. Donc, enlever les deux, pour le moment, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais il y a encore beaucoup de recherches à faire. J'espère qu'un jour, ça sera le cas. Mais on a encore beaucoup de travail là-dessus, quoi. Mais merci beaucoup. Et puis, Monsieur Darnaud, je me rappelle quand on avait discuté, vous m'aviez dit aussi que vous trouviez que tout ça allait dans le bon sens. Et ça, c'est vraiment intéressant. Après, j'aimerais revenir peut-être sur une question qu'on avait abordée aussi tous ensemble. C'était la question de l'aide, justement. On vient d'en parler. Donc, le fait de regarder sur Internet, éventuellement de se former, le rôle de l'ADAF, évidemment, et d'autres structures. Mais finalement, la question, c'est comment vous vous retrouvez quand vous voulez passer en agriculture régénérative et comment ça se passe, en fait. Est-ce qu'on vous aide? Est-ce que c'est facile? Peut-être pour les gens, on imagine, qui voudraient aussi modifier leur mode de culture. Il y a la Chambre d'agriculture, qui est un groupe aussi animé et assez dynamique. Quand ça a démarré, c'était un peu timide, mais maintenant, ça a bien pris, et puis c'est très technique, et voilà, quoi. C'est complémentaire de la DAF. Voilà. Moi, personnellement, je suis dans les deux, et comme ça, je vais plus vite. Et voilà. Mais ouais, si je peux compléter ce que Gaëtan disait, oui, faut pas croire que la nature ou même l'agrosystème, c'est le pays des bisounours. Franchement, sans la chimie, ça marcherait. Enfin, chez moi, ça marcherait pas. On peut dire moins, oui, mais je vous propose cette année, si des fois vous attrapez la grippe au mois d'octobre, vous faites rien. Puis vous verrez. Alors, c'est un peu piquant comme exemple, mais ouais, c'est ce que faut montrer que la chimie, ça s'utilise avec modération et intelligence. La première des choses à faire, c'est presque la rotation. On peut plus se contenter des rotations colza, blé, orge que nos parents faisaient déjà. Il faut intégrer d'autres choses à l'intérieur qui permettent de limiter la chimie. Les amendements, on va dire les amendements chimiques aussi de synthèse. Voilà.
Je voudrais quand même ajouter quelque chose. L'agriculture régénérative n'est pas propre au système qui utilise des intrants chimiques. Il y a beaucoup de bio avec qui on travaille, par exemple directement, qui limitent leur travail du sol. Donc, par exemple, en bio, c'est difficile de se passer de labour, mais c'est possible. Donc, c'est ce qu'on appelle des systèmes en TCS, technique culturale simplifiée. Donc des fois, jusqu'à maintenant, on va dire il y a encore 5 ans, 10 ans, on voyait qu'il y avait beaucoup de passages d'outils, que c'était complexe. Maintenant, il y a des outils qui sont un peu plus adaptés, on comprend un peu mieux en fait ce qu'il faut faire en termes de travail du sol et de couverture. Donc c'est des systèmes en fait un peu comme ce qu'on a vu. Mais juste, voilà, il y a le travail du sol en plus, donc on ne peut pas faire du semi-direct comme en parlait Alexandre ou Gaëtan. Là, il faut travailler une couche superficielle de sol, mais par contre, on met toujours des couverts, c'est-à-dire entre deux cultures, on va semer des plantes qui vont couvrir le sol, qui vont faire de la photosynthèse, et en bio, qui vont ramener de l'azote. Donc on entend beaucoup... on a parlé d'urée, d'azote chimique. Donc ça, c'est le principal intrant. Et en bio, pour compenser ça, donc soit on a de l'élevage, soit on a des luzernes, donc des cultures fourragères longue durée, ou on peut mettre aussi des couverts de ce qu'on appelle de légumineuses qui vont apporter de l'azote, qui vont capter de l'azote de l'atmosphère par leurs racines et qui vont en réinjecter dans le système. Donc il y a vraiment aussi tout un pan à développer en agriculture biologique. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut développer en France ? Est-ce qu'on veut qu'il y ait à minima 30% d'agriculture biologique, voire 100% ? Ça, c'est des questions politiques, peut-être qu'on ne va pas résoudre aujourd'hui. Mais on va dire que la question de l'agriculture régénérative est au-delà un petit peu de cette question. Donc autant les agriculteurs conventionnels que les agriculteurs bio peuvent mettre en place ce genre de pratique. Voilà. Bonsoir. Oui, alors du coup, je vais peut-être pouvoir faire, oui, c'est pas grave, une introduction appropriée. Donc, vous êtes chercheur, Lucas, au FIBEL, et vous avez été formé à Avignon. Vous avez beaucoup travaillé sur les sols et la qualité des sols, et notamment sur les vers de terre. Est-ce que, on l'a vu dans le film, tout à coup, il y a un retour des vers de terre dans son sol. Est-ce que vous pouvez du coup nous en parler un petit peu, nous parler de votre expérience ? Alors bonsoir. Oui, effectivement, du coup, j'ai bossé avant d'arriver dans la Drôme à Avignon. En fait, au début, j'ai découvert un peu et je me suis intéressé au sol à travers ce qu'on appelle l'écotoxicologie. Donc, c'est l'étude de l'effet d'un contaminant sur un organisme. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à travailler sur les vers de terre. Et progressivement, en fait, donc j'ai fait ma thèse à Avignon. En essayant de voir le rôle que ces organismes-là pouvaient avoir dans les sols. On dit généralement que ce sont des ingénieurs du sol, de l'écosystème, parce qu'ils vont remplir plein de fonctions, que ce soit l'incorporation de la matière organique, la création de galeries donc, qui amènent de la porosité après dans le sol. Et donc toute cette vie biologique derrière peut avoir un intérêt important pour les cultures. Donc ça passe par les vers de terre, mais pas que. Il y a énormément d'organismes qui vivent dans les sols, que ce soit des micro-organismes ou des tailles plus importantes. Du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé progressivement au sol. Et donc je suis arrivé dans la Drôme assez récemment, donc au FIBEL, qui est un institut de recherche en agriculture biologique, qui est un organisme, enfin qui est un institut à la base qui est suisse. Et donc il y a une antenne ici à côté de Cray, donc dans la Drôme. On est une douzaine de personnes. Et on travaille sur plusieurs questions. Il y a des personnes qui sont plutôt axées sur les problématiques dans l'élevage et des personnes dont on est 4, je crois, ou 4 ou 5 à travailler plutôt sur les sols. Donc on parle de santé des sols, qualité des sols, en soi le mot importe peu. Mais du coup, c'est la prise en compte des sols en agriculture pour toutes les fonctions qu'il peut apporter. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de vos travaux de thèse que vous avez injectés des vers de terre, c'est ça Alors oui, du coup, le sujet de ma thèse en particulier, c'était une approche de ce qu'on appelle ingénierie écologique. C'était donc c'était dans un contexte viticole, donc du côté d'Aix-en-Provence.
Et l'idée, c'était de travailler donc, sur des parcelles qui avaient été amendées donc, par des apports de matière organique depuis plusieurs années. Donc, en l'occurrence, c'était depuis au moins 5 ans sur les parcelles qu'on étudiait. Et dans certains systèmes, en fait, on constatait, malgré des apports de matière organique, qu'on n'avait pas forcément eu un retour de l'activité biologique qui, dans le cas des vignes, est généralement assez appauvrie. Et donc l'idée, c'était de voir si, dans une démarche d'introduction de ces organismes-là dans les parcelles, on arrivait à relancer en fait, les populations de vers de terre dans les sols. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait du coup, pendant 3 ans à l'INRA. Et du coup, on a suivi plusieurs espèces. Que, généralement, on parle des vers de terre au sens large, mais bon, il faut savoir qu'il y a une énorme diversité d'espèces de vers de terre dans le monde et même en France. On a plus de 100 espèces en France. Et du coup, l'idée, c'était de voir quelles espèces étaient les mieux adaptées au sol, puisque chaque sol est différent et du coup, les espèces ne vont pas forcément s'acclimater de la même façon en fonction de la texture, de la quantité de matière organique qui est présente. Voilà. Bon alors, et du coup, la question que tout le monde attend, c'est quoi un sol en bonne santé? C'est une bonne question. Allez, je vous pose la question à tous. Un sol en bonne santé, moi je dirais que c'est un sol qui remplit les fonctions qu'on va attendre de lui, parce que chaque sol, on va avoir un objectif, que ce soit de production ou autre, si on n'est pas dans le cadre de l'agriculture. Et du coup, un sol en bonne santé, généralement, on parlait tout à l'heure de sol vivant, enfin, c'est des sols qui sont dynamiques, qui sont riches et qui permettent du coup la croissance du végétal qu'on vise sur la parcelle. Peut-être quelqu'un d'autre veut répondre aussi. Oui, c'est des sols qui peuvent aussi infiltrer de l'eau, je dirais, qui limitent les problématiques de ruissellement, qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer. Donc, je ne sais pas si vous avez pu voir des sols, par exemple, qui sont battants, c'est-à-dire qui sont lisses, et donc l'eau a du mal à pénétrer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur effectivement le fait que les plantes poussent, donc qui va être fertile. Un sol qui va être assez riche et qui va permettre à ce que les plantes ne tombent pas malades. Par exemple, ça peut être aussi un élément. Et du coup, un élément important, c'est qu'il soit stockeur de carbone. Donc, on peut vite déstocker. Alors, l'agriculture régénérative peut stocker du carbone dans les sols, mais aussi ce carbone peut être vite déstocké si on arrête ce genre de pratique. Voilà, donc un bon sol, c'est aussi un sol pour lequel on a gardé ce taux de matière organique élevé. Merci beaucoup. C'est quoi un bon sol? C'est quoi un mauvais sol? On n'a pas parlé du point de vue du chercheur, Lucas, puisqu'on était avec vous. Donc, lorsque j'ai discuté avec Gaëtan et Alexandre et aussi avec Bruno Darnaud, on a parlé des chercheurs, de la place des chercheurs aussi voilà, dans les champs. Est-ce qu'on peut adresser cette question finalement de quoi vous avez besoin à la fois d'un point de vue des agriculteurs et du point de vue du chercheur aussi peut-être? Alors, du point de vue du coup de la recherche, effectivement, je pense que, enfin, les questions qu'on se pose en recherche, en particulier si on fait de la recherche appliquée, parce que généralement on dissocie en 2 grands volets la recherche appliquée et la recherche plutôt fondamentale. Les deux ont leur intérêt et les deux sont importants à mettre en place. Pour ce qui est plutôt de la recherche appliquée, c'est un peu ce que je connais plus. C'est important du coup d'avoir la possibilité de suivre des pratiques, alors dans l'idéal sur le long terme, mais c'est pas toujours possible en fonction des cas. Mais l'idée, c'est voilà, de pouvoir suivre l'effet des pratiques, alors là en l'occurrence sur le sol, puisqu'en fait on ne peut pas juste s'intéresser à ce qu'on peut faire en labo. Le labo a plein de vertus et nous permet des fois de voir des choses un peu plus précises sans avoir trop d'effets confondants qu'on pourrait avoir en plein champ. Mais la finalité, c'est de pouvoir du coup tester ça et de vérifier son application derrière sur la parcelle. Donc on a besoin des deux et on peut clairement pas répondre aux questions des agriculteurs si on passe pas par l'étape terrain, quoi. Merci. Et du coup, peut-être du côté agriculteur. Côté agriculteur, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de recherches qui sont faites pas mal de recherches. Il y a des recherches qui sont faites en laboratoire et des recherches qui sont faites sur le terrain.
Après, pour nous, c'est bien de faire des recherches sur le terrain, parce que c'est vrai qu'en laboratoire, c'est pas vraiment ce qui se passe réellement sur une parcelle, quoi. Après, nous, en tant qu'agriculteurs, on peut essayer des choses. Alors après, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a qu'une récolte dans l'année. Donc en gros, on n'a qu'une année pour essayer quelque chose. Donc si on veut essayer plein de choses différentes, c'est compliqué, quoi. Il nous faudrait toute une vie pour essayer 20 cultures différentes. Donc c'est ça qui n'est pas évident. Donc ça serait peut-être d'arriver à regrouper plusieurs parcelles. Enfin, je ne sais pas après quels seraient les bons moyens de faire ça. C'est toute la difficulté quand on est en recherche de se dire justement on veut tester et suivre des pratiques sur le terrain, mais comme vous dites, on ne peut pas avoir, à l'échelle d'un exploitant, il y a peut-être, je sais pas, 40 saisons, et du coup on ne peut pas tester chaque année une pratique différente, surtout que ça n'aurait pas de sens parce qu'on ne peut pas la suivre sur du long terme. Donc c'est pour ça que des sites expérimentaux sont la bienvenue, parce que du coup on peut tester plus facilement et avec moins de risques des pratiques. Par exemple, dans ma thèse, on travaillait avec un lycée agricole. Et du coup, sur le lycée agricole, donc c'était géré par les étudiants, mais il y avait du coup depuis un peu moins de 10 ans des pratiques mises en place et ça n'impliquait pas un risque directement pour les agriculteurs. Donc on essaie de jouer sur le dos, mais effectivement, c'est pas évident de trouver un réseau de parcelles sans avoir une surface trop réduite pour pouvoir tester les pratiques, quoi. Oui, donc finalement, les deux sont vraiment complémentaires, on peut dire. Du coup, j'avais quand même une dernière question sur la motivation. Vous en avez un petit peu parlé, mais Gaëtan, Alexandre, ça m'intéressait de connaître vos motivations. Pourquoi vous êtes passé à ce type d'agriculture-là? Peut-être rapidement. Alors moi, au départ, c'était simplement, donc, comme je le disais dans la présentation, c'était déjà pour moi ne plus labourer les sols, c'était quelque chose d'exceptionnel. Après, au fur et à mesure des formations, des choses qu'on peut apprendre, on s'aperçoit en fait qu'on ne sait pas grand-chose. Parce que ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école, ce n'est pas des choses qui nous sont enseignées, quoi. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'était sur votre motivation. Pourquoi vous êtes passé en agriculture régénérative? Donc la motivation principale, c'était d'une part par rapport à ce labour-là, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des formations, en fait, on apprend plein de choses, ça nous ouvre l'esprit sur plein de choses, quoi, que ça soit des formations sur l'eau, des formations sur les mycorhizes, des formations sur le sol, des formations sur le semi-direct. Enfin, après, on rentre dans un champ qui est assez large et voilà, c'est vraiment une ouverture d'esprit globale sur, je dirais, sur le monde, quoi, sur tout. Voilà. Non, moi je voulais juste dire, c'est l'essence même du métier d'agriculteur. C'est que la passion, c'est vraiment d'évoluer tout le temps. C'est-à-dire, moi, quand j'ai dit que je me suis installé en 90, c'est que sur 30 ans, j'évolue tout le temps. Et même sur la fin de carrière, on est toujours dans l'évolution, on est toujours dans la recherche de l'exemple. Et autant, je suis d'accord que tous les maillons sont importants, chercheurs, agriculteurs, mais l'exemple agricole, c'est le meilleur. C'est-à-dire qu'en clair, quand on est dans des petites régions, ce que fait son voisin, c'est terriblement important. Mais c'est vraiment ce qui anime vraiment la passion de l'agriculteur. C'est pas un truc qu'on apprend à l'école et qu'on met en place. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Et c'est cette progression-là qui fait que, alors ça s'appelle régénératrice, ça peut s'appeler autre, mais c'est cette évolution qui est importante à prendre en compte. Ma motivation, je dirais la fainéantise. Non, mais j'en avais marre de faire du tracteur. Principalement, c'était l'érosion, parce que donc on a très peu de parcelles planes, on est très concerné par les cours d'eau. Et chaque fois qu'il y avait un orage estival ou des grosses pluies automnales, tout partait dans le cours d'eau, toute la terre fine. Donc c'était ça ma première idée. Voilà, on arrête de gratter pour au moins conserver ce qui reste et, dans le meilleur des cas, en reconstruire un peu plus à l'avenir. C'était ça, ouais. L'érosion, on va dire hydrique et après éolienne, hein, parce que les déchaumages successifs pendant l'été, c'est pareil. Ça fait des grands panaches de poussière. Voilà. Donc c'était pas les générations futures ou tout ça quoi.
Pas tout de suite, quoi. Pas en premier, en tout cas. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Avant peut-être de prendre les questions du public, il m'en reste 2. La première, c'est comment on fait quand on est un consommateur. Alors, pour l'agriculture biologique, par exemple, bah oui, on sait, on est au courant. Mais par exemple, pour votre type d'agriculture, est-ce qu'on sait, quand on est un consommateur, comment sont cultivés? On l'a vu un petit peu là dans le film, mais voilà. Comment vous cultivez, etc. Est-ce que c'est mis en avant? Comment on peut savoir ça en tant que consommateur? Eh ben, en fait, on ne le sait pas du tout si on n'a pas de contact directement avec l'agriculteur. Ouais. Parce qu'il n'y a aucune filière qui est créée là-dessus, il n'y a aucun débouché. Donc moi, c'est pour ça que j'ai fait la démarche en fait, d'aller rencontrer un meunier et que donc, je lui vends toute ma production de blé et il fait une farine spécifique agriculture, produit issu de l'agroforesterie avec mon blé. Mais sinon, en fait, il n'y a rien qui existe. Donc il faudrait qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Il faudrait que ça soit une volonté politique. Il faudrait que ça vienne de plus haut. Parce que sinon, en fait, pour moi, ça ne bougera pas. Même au niveau local, peut-être aussi créer des choses. Oui, Gaëtan, il s'est mis en contact avec un meunier, et il me semble, à un moment avec des boulangeries directement. Tu n'avais pas fait. Par rapport au meunier, oui. Ouais. Et sinon, il y a une initiative qui a été créée qui s'appelle Pour une agriculture du vivant. Donc, c'est une association qui travaille avec surtout des industries agroalimentaires pour en fait suivre l'évolution des fermes dans la mise en place des pratiques d'agriculture régénérative. Donc il y a un label, il y a eu un comité scientifique pour évaluer ces pratiques, évaluer en fait le niveau, on va dire, de mise en place de ces pratiques, donc de l'objectiver. Donc il y a une notation et cette notation est suivie au cours du temps. Donc voilà, ça peut être une solution. Après, c'est un label de plus dans un peu un fouillis de labels, à voir si vraiment ça gagnera du terrain. En tout cas, voilà, il y a des choses qui essayent de se mettre en place, mais je suis d'accord avec Gaëtan. Le consommateur, il est vite perdu. Je pense qu'on va pas prendre. Je pense que la voie consommateur, elle n'est pas forcément la plus appropriée. Je pense qu'il faut plutôt prendre la voie à la fois agriculteur et politique agricole, donc consacrer plus d'aide dans le développement de ce genre de pratiques et aussi permettre, ça on le sait, mais d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs pour qu'ils puissent prendre des risques, évoluer. Parce que M. Darnaud disait que les agriculteurs veulent évoluer. Des fois, je dirais juste je mettrais juste un mais c'est difficile, mais le contexte économique ne permet pas de le faire, des fois et même très souvent. Et donc, c'est de permettre aux agriculteurs de suivre cette évolution. Je sais qu'il y en a beaucoup, moi, des agriculteurs qui viennent me voir, qui me disent « J'aimerais aller de ce genre de pratique, mais je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. » Je n'ai pas je suis déjà serré. Si je me plante sur telle culture, ça va pas le faire. Donc voilà, c'est pas normal. En fait, s'il y avait vraiment une volonté politique pour améliorer ces conditions de vie, en fait, je suis sûr qu'on serait à 50% de la population agricole qui mettrait clairement en place ces pratiques. Donc voilà, je pense que la voie du consommateur, on cherche toujours le consommateur, mais c'est quand même un débat compliqué. Vous voyez, il peut y avoir l'utilisation d'herbicides, mais il faut réfléchir de façon systémique. Voilà, c'est un débat complexe. Le bio a résolu au moins une certaine forme de complexité en disant c'est zéro intrant chimique. Donc effectivement, c'était clair comme parole. Mais là, c'est un peu moins audible. Donc, je pense que c'est vraiment au niveau national que ça doit bouger. En fait. Au niveau subvention. Très bien. Merci beaucoup, Tariq. Et puis, moi, je me rappelle que j'ai oublié de vous demander ce que vous avez pensé du film, quand même. Donc, peut-être on peut faire chacun. Et puis ensuite, on prendra les questions du public avec plaisir. Pour ma part, c'est la première fois que je vois le film. Donc, c'était... Pour moi, il était bien fait. Il explique bien en quoi ça consiste, l'agriculture de régénération. Alors après, oui, il y a beaucoup de... C'est américain, quoi. Il y a beaucoup de papillons. Voilà. Mais sinon, globalement, non, j'ai bien aimé. C'était bien fait, ouais.
Alors, pour ma part, moi j'ai un peu triché, je l'avais regardé ce week-end. Mais du coup, j'ai bien aimé le film. Il y a un gros accent qui est fait clairement sur la matière organique, le carbone dans le sol. Ça me fait du coup penser qu'il faut quand même rappeler que oui, c'est important de mettre de la matière organique dans le sol, mais en général, on parle de matière organique au sens large, mais il faut bien comprendre qu'il y a une diversité de matière organique qui est très importante et qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est la dégradation de cette matière organique et c'est ça qui va faire fonctionner le sol derrière. Donc c'est important d'en stocker, c'est sûr, mais pour la culture et pour toutes les fonctions qu'on attend d'un sol, que ce soit sur l'infiltration de l'eau, la structure ou encore plein d'autres que j'oublie sûrement, l'important aussi, c'est comment cette matière elle va se dégrader. Chaque matière va se dégrader va mettre plus ou moins de temps à se dégrader dans le sol. Voilà. Merci pour ces précisions. Oui. Bon, moi j'en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure, mais Oui. ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est la mise en avant du sol, parce que ça, il ne faut pas qu'on oublie que le sol, c'est notre outil de travail, quelles que soient les cultures, et que c'est vraiment la base de tout. Très clairement. Donc ça, c'est vraiment la chose qui m'a beaucoup plu. Après, j'ai dit tout à l'heure, bon, ça reste américain. Il y avait certaines caricatures que j'ai un peu moins appréciées, que je me retrouvais un peu moins. C'est vrai que quand on a vu les fermes, c'est pas du tout ce qu'on a ici. L'agriculture diversifiée qu'on a aussi dans le département. Donc, c'est des choses qu'il faut relativiser. Mais on retrouve un certain nombre d'éléments. Et j'ai aimé, malgré tout, c'était quand même pas caricatural, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y avait quand même... Oui, je pense que moi, je me suis assez bien retrouvé, mais notamment sur cette histoire de sol qui concerne l'ensemble des agriculteurs. Merci. Oui, Alexandre, pas d'avis. Tout a été dit. Non, mais oui, c'est un bon film. Après, voilà, américain, quoi. Non, mais après, il y a, voilà, l'acteur principal, Gabe Brown, enfin, c'est pas un acteur, l'agriculteur, on va dire, principal. Non, mais voilà, c'est un gars qui a commencé... parce que les problèmes sont arrivés tout dessus en même temps, quoi. Il a quand même galéré pas mal à ses débuts. Donc voilà, je trouve que c'est lui dédier ce film, c'est une bonne chose. Voilà. Merci Alexandre. Effectivement, c'est un joli récit. Après, il y a beaucoup de simplifications, notamment le fait que si toutes les terres se mettaient en agriculture régénérative, ça réglerait le problème la problématique du changement climatique, ce qui est faux. Bon, voilà, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, en France, si toutes les fermes développaient ce genre de pratique, on stockerait à peu près 4 pour 1000 de carbone dans les sols. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude ou de cette initiative. Donc c'était durant la COP21 en 2015, c'est ça, et qui estimait que si on prenait tout le carbone qui sont contenus dans tous les sols agricoles dans le monde, on va dire le carbone qui est stocké dans l'atmosphère, qui est dans l'atmosphère actuellement, qui est émis dans l'atmosphère globalement, ça représente une part de 4 pour 1000 du carbone qui est stocké dans les sols. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, je me suis un peu embrouillé, mais en gros, si on augmente de 0,4% le stock de matière organique des sols, en fait, on récupérait toutes les émissions de gaz à effet de serre qu'on émet chaque année. Voilà. Sauf qu'on ne peut pas le faire de façon infinie. À un moment, les sols arrivent à des plafonds, on ne peut pas stocker éternellement. On peut aussi vite déstocker. Et donc voilà. Et aussi en France, on a vu qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Ça stockerait à peu près 15% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc il reste quand même 85% du problème à régler. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On va passer aux questions du public. Eh ben voilà, je vois déjà plein de mains qui se lèvent. Je ne sais pas si on a un micro. Voilà, j'ai une question pour Monsieur Petit. Quand on veut faire analyser un sol ou un compost, est-ce que votre institut s'en occupe ? Nous, au laboratoire, ce qu'on fait, c'est des suivis d'indicateurs du sol. Donc, en fait, quand on dit analyser un sol, c'est large. Ça peut être une analyse, ce qu'on appelle classique, tout ce qui va être granulométrie, texture du sol, le ratio qu'on appelle carbone-azote, des choses comme ça. Généralement, on le fait dans des laboratoires certifiés en extérieur. Mais nous, au laboratoire, maintenant, on développe nos propres machines pour pouvoir, par exemple, mesurer le carbone-azote
ou plutôt, nous, ce qu'on fait, c'est les indicateurs biologiques, justement sur l'activité des micro-organismes, le suivi de macrofaune. J'ai une collègue qui travaille sur les nématodes, moi j'ai travaillé sur les vers de terre, donc on suit plutôt des indicateurs typés biologiques, ou encore les activités enzymatiques. Et après, pour tout ce qui va être granulométrie, voilà, texture, ça, on le fait généralement en extérieur. Voilà. Et pour les composts, pardon, oui, on peut suivre des tests de maturité, de stabilité des composts. Ça, on le fait au labo en routine, parce que c'est des tests qui sont assez simples et qu'on peut faire à partir d'un petit peu d'équipement, on peut le faire assez facilement. Je voudrais poser cette question à l'ensemble des intervenants, ceux qui ont envie de répondre. Êtes-vous inquiet à cause des changements, des événements climatiques variés, en particulier les sécheresses? Est-ce que l'agriculture régénératrice, j'ai pas bien compris la différence avec l'agroforesterie, mais enfin, est-ce que l'agriculture régénératrice vous permet de limiter votre consommation d'eau, vous permet de moins irriguer? Alors, juste l'agroforesterie, c'est le fait de mettre des arbres dans les champs. On peut dire que ça fait partie de l'agriculture régénérative si en fait on inclut toutes les pratiques qu'on peut dire agroécologiques. Bon, c'est un autre terme que je rajoute, mais toutes les pratiques qui ont vocation à imiter la nature, qui ont vocation à avoir des bénéfices environnementaux. Donc par rapport à la question de l'irrigation, donc c'est un peu mitigé, mais on voit quand même qu'il y a les plantes, donc notamment les plantes qu'on introduit au printemps, elles sont plus résilientes à la sécheresse parce que leurs racines sont plus profondes. Donc les galeries de vers de terre vont en fait vont être assez profondes et vont permettre aux racines de prendre des raccourcis. Et en gros, et de pouvoir aller prendre de l'eau jusqu'à 1,50 m de profondeur, 2 mètres, chose qu'on ne va pas avoir par exemple dans des systèmes en labour. Les racines vont vraiment être sur les 25 premiers centimètres, peut-être quelques-unes qui vont partir en dessous. Donc déjà l'accès à l'eau est meilleur dans ces systèmes-là. Voilà, l'eau s'infiltre mieux, donc on va dire le cycle de l'eau est plus intéressant dans ce genre de système. Je ne sais pas si Gaëtan est... Nous, on avait fait une étude chez Gaëtan, je peux en parler si tu veux. Oui, donc on avait fait un profil de sol, donc, enfin 2 profils de sol exactement sur des parcelles différentes, donc une parcelle chez moi en conservation des sols et une parcelle en sol travaillé, donc en sol labouré. Et donc c'était sur des parcelles de maïs, donc on était descendu à 2 mètres de profondeur et déjà on s'était rendu compte que les racines de maïs sur nos parcelles descendaient beaucoup plus profondément que sur un sol travaillé. Et globalement, je crois que sur la parcelle, on avait mis 30% d'irrigation en moins pour le même rendement. Oui, moi je voulais compléter parce que c'est vrai que votre question est très intéressante mais difficile. J'ai parlé moi de l'enherbement tout à l'heure dans les vergers ou les vignes. L'enherbement, il faut de l'eau. Donc il faut un peu d'eau. Donc on revient sur l'étude du sol, mais donc il en faut un peu. C'est-à-dire si vous avez 3 mois sans eau, votre enherbement il meurt et votre sol il meurt. Donc ça veut dire que c'est un juste milieu qu'il va falloir trouver. Mais on est d'accord un sol avec un sol plus vivant, il va être mieux résistant. On est tous d'accord là-dessus. Mais de là à faire alors là c'est un exemple de réduction d'eau. Mais je vous donne un exemple qui est un peu contraire. Je veux dire, si vous voulez de l'enherbement dans les vignes, il faut pouvoir essayer d'arroser un peu en juin, juillet, août. Alors pas beaucoup, on n'est pas sur des milliers de millimètres, mais voilà, la réduction d'eau, c'est un élément qui est compliqué à gérer par on va améliorer les choses, mais moi je suis dans une culture plutôt fruits et légumes. Sans eau, on ne fera pas de fruits et légumes, donc ça veut dire qu'il faut bien l'entendre, quoi. Voilà. Oui, bonsoir. Je suis Albéric Mazoyer, je suis un voisin de la rive droite et un viticulteur, agriculteur à la retraite. Moi j'ai une première question et qui vient bien après ce qui vient d'être dit, c'est est-ce que vous pouvez parler un petit peu d'hydrologie régénératrice ou active et comment elle s'insère dans le thème agriculture régénératrice de ce soir. Et puis j'ai aussi
des informations à partager avec vous. La communauté de communes où j'habite, Rhône-Crussol, de l'autre côté, rive droite, a dans son programme là, dans ces années, un travail qui est fait avec les agriculteurs, différentes productions, autour justement d'essais, d'innovation autour de l'hydrologie régénératrice. Et c'est des projets en plusieurs étapes. Il y a déjà eu un essai sur Champy, donc avec un éleveur de moutons, sur des landes en crête, sur des sols qui étaient très pauvres. Donc l'idée, c'est de refaire des pâtures où il y aura un petit peu plus d'herbe. Donc depuis 2 ans. Et là maintenant, il y a le projet qui est bien lancé avec 18 exploitations. Donc sur la CCRC, donc communauté de Crussol, de Rhône-Crussol, mais également ça s'est étendu à Archaglo. Et puis un projet qui est aussi au niveau d'un bassin versant, le Mialan. Voilà, donc j'en finis là. Je reprends aussi ce qu'a dit monsieur Bruno Darnaud, c'est qu'on est toujours en train d'innover et que je trouve que cette innovation qui est menée essentiellement qui au départ est menée par la communauté de communes est un bon exemple justement d'action collective, professionnelle, élus, associations, et avec des gros moyens, puisque c'est un projet sur ces 18 exploitations de plus de 500 000 euros, et essentiellement financé par la CNR et l'Agence de l'eau. Donc là aussi, c'est à saluer. Ça montre l'importance que toutes ces techniques peuvent avoir. Et donc, voilà. Alors, je reviens à ma question, hydrologie régénérative, si quelqu'un peut la dire, et je pense qu'elle s'insère bien dans ce qui a été dit ce soir. Merci pour votre intervention. Donc oui, nous par exemple, on est associé à ce projet. Il y a d'autres initiatives sur le dans la Drôme et en Ardèche un peu équivalentes. Effectivement, c'est des super initiatives très constructives et qui vraiment sont aidantes pour les agriculteurs. Donc l'hydrologie régénérative, le principe, c'est on va dire de cultiver l'eau, c'est comme ça qu'ils le disent, et donc notamment de permettre une meilleure, de diminuer la vitesse du cycle de l'eau, c'est-à-dire de le ralentir pour qu'il n'y ait pas d'inondation, par exemple, et pour qu'il y ait moins de problématiques de sécheresse. Donc voilà, on va essayer de diminuer la courbe, enfin de raboter un peu la courbe des sécheresses et inondations. Et ça s'appuie notamment sur donc les pratiques de sol vivant, c'est-à-dire de diminution du travail du sol, de couverture des sols, etc. Ça s'appuie sur de l'agroforesterie et ça s'appuie aussi sur des aménagements paysagers. C'est-à-dire qu'on va installer les arbres, par exemple, le long des courbes de niveau pour éviter que l'eau coule trop rapidement. On va installer des systèmes de mares. On va relier les différents points de circulation d'eau entre eux et on va essayer de diminuer. Mais on va inclure les pratiques dont on a parlé. On va juste rajouter un élément en plus qui est la topographie et des aménagements spécifiques. Donc ça peut être des baissières qui vont retenir un peu plus l'eau, mais au-dessus des baissières, souvent on va mettre des haies, par exemple. Voilà. Donc ça se relie très fortement. Après, il y a des endroits où il y a moins d'intérêt. Par exemple, typiquement, de jouer sur la topographie. Donc sur les plaines, voilà, il y a peu d'enjeux, alors que sur les coteaux, effectivement, il y a des enjeux très, très, très importants. Oui, bonsoir. Donc, on parle d'agriculture régénératrice. Dans le film, il était noté le côté générateur de revenus. Moi, ma question, c'est quand j'ai entendu Monsieur Berger parler de passer de 2 agriculteurs à 4 agriculteurs, est-ce que cette agriculture génère des emplois? Est-ce qu'il y a besoin de moins de surface, ou est-ce qu'on peut mettre plus d'agriculteurs sur les mêmes surfaces? Alors, non, on était 2. C'est juste qu'après moi, mon frère s'est installé sur une ferme à côté, qui est rentré dans le GAEC. Et en 2019, notre 4e associé s'est installé aussi en reprenant une ferme à côté. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé, au lieu d'être 2 sur 100 hectares, on est 4 sur 200. Mais après, est-ce qu'on peut promouvoir un emploi dans l'agriculture avec ce système? Peut-être. Le but, c'est de réduire les machines. Alors, est-ce que c'est pas pour augmenter, on va dire, les bras?
Je sais pas. Oui, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, quand même, l'idée de cette agriculture, c'est de travailler avec le vivant. Donc, on n'est pas sur de la robotique. C'est quand même un peu, on va un peu dans le sens inverse. C'est pas non plus se passer complètement de la technologie, mais voilà, plutôt être dans l'autonomisation. Donc, ça implique un parc, du matériel moins gros aussi, parce qu'on veut éviter aussi les tassements des gros tracteurs. Mais quand même, ça rentre dans. C'est encore pareil que la bio. L'agriculture régénérative est un autre sujet quasiment. On peut faire de l'agriculture régénérative sur des grosses fermes, comme sur des petites fermes. Et est-ce qu'on choisit d'avoir plus d'agriculteurs ou pas? Donc, je trouve que c'est une question presque parallèle. Bonsoir, merci pour vos témoignages. J'ai une question, moi, sur la comparaison entre agriculture biologique et agriculture régénératrice. Je pense que l'agriculture biologique améliore également la qualité des sols, peut-être en taux de matière organique. Est-ce que vous avez des éléments plus précis pour comparer les deux, s'il vous plaît? Merci. Alors, pour ce qui est de la comparaison entre les deux types d'agriculture, en fait, l'agriculture régénératrice utilise donc en partie l'idée de ne pas apporter de produits chimiques. Donc il y a une idée de la bio qui est là derrière, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui va être aussi sur le fait de ne pas travailler ses sols, de les couvrir. Et donc ça, parfois, on en parlait tout à l'heure, c'est notamment pour le travail du sol, c'est souvent ce qui est le plus compliqué en bio, puisque du coup on fait le choix de ne pas apporter de produits chimiques. Et donc derrière, pour lutter contre parfois l'herbe, le recours le plus souvent fait, c'est celui du travail du sol. Donc on va devoir s'adapter avec d'autres systèmes, avec d'autres pratiques, notamment pour ce qui est de la partie chimique, on va fertiliser les sols avec d'autres types de fertilisants. Du coup, c'est là où les matières organiques entrent en jeu. Et c'est pour ça que c'était bien aussi dans le film de remettre en avant l'élevage, puisqu'en fait, dans le système bio, du coup, la part de l'élevage est vraiment très importante, puisque ça peut être des fumiers, des composts qui vont ensuite permettre d'enrichir les sols, comme vous le dites, au niveau de la matière organique. Après, pour ce qui est des comparaisons entre les deux systèmes, le fait de travailler le sol parfois en bio, comme ça peut être dans d'autres systèmes, va aussi accélérer parfois la minéralisation de la matière organique et donc déstocker un peu cette matière. Par contre, le fait de se questionner sur comment je vais gérer mon sol, comment je vais le fertiliser, va, comme vous le dites, généralement enrichir dans cette matière-là. Mais du coup, et c'est ce que disait M. Darnaud, de ne pas dissocier forcément les différents types d'agriculture. L'idée déjà, c'est de réfléchir sur ces pratiques. Et si on réfléchit sur ces pratiques, on va forcément à un moment donné se poser la question de comment je vais améliorer la qualité biologique et la matière organique dans mon sol. Oui, et c'est pas deux systèmes différents. Enfin, oui, l'agriculture générative, on peut la pratiquer en bio. C'est pas séparé. Par contre, effectivement, en conventionnel, on peut pratiquer l'agriculture régénérative. Voilà, il y a un peu le donc voilà, c'est pas deux choses différentes. En bio, on peut limiter le travail du sol et on peut amener de la couverture du sol. Et effectivement, je te rejoins, Lucas, c'est qu'en bio, souvent, on va avoir plus d'apport de matière organique de par les animaux. Donc c'est là où la bio est le plus intéressante sur cet aspect, en fait. Bonsoir, merci pour vos réponses éclairantes. Moi, je me posais une question un peu comme le film le propose sur le long terme. Un petit peu, on voit que l'eau est un facteur limitant, le sol aussi, la qualité du sol. Au niveau du pétrole, au niveau de la calorie et la capacité à travailler les champs, comme on l'a vu dans le documentaire, surtout aux États-Unis, sur des grands espaces comme ça. Est-ce qu'il y a des recherches un peu? Est-ce qu'il y a des réflexions entre agriculteurs qui sont menées? Pour ce qui est de la question du travail du sol et du coup de l'utilisation effectivement de gasoil, pour passer dans les champs, ce genre de choses. Effectivement, il y a des personnes qui s'intéressent en particulier à l'aspect économique des différentes pratiques et de voir dans quelle mesure justement en bio, quand on essaie de réduire ce travail du sol-là, donc tendre vers ce qu'on appelle l'agriculture biologique de conservation, donc l'ABC, de voir les gains aussi économiques qui sont faits en termes non seulement de coûts
de gasoil, par exemple, mais aussi en termes de temps pour les agriculteurs, qui en fait est indirectement un coût aussi. Et donc oui, il y a des personnes qui s'intéressent à ça et effectivement essayent de tendre vers optimiser les pratiques pour ne pas faire certains passages qui seraient en fait soit inutiles, soit au pire n'auraient pas d'effet. Voilà. Et il faut savoir aussi que les intrants, donc il y a le pétrole qu'on met dans les tracteurs, mais il y a aussi les intrants chimiques. On considère qu'à peu près une unité d'azote, donc 1 kg d'azote apporté au champ de synthèse, c'est à peu près 1 litre d'essence. Donc c'est aussi un coût énergétique très élevé. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi la bio est intéressante dans ce cadre, c'est qu'elle limite du coup, elle va accentuer elle va augmenter la part de gasoil, mais elle va aussi diminuer la part liée aux intrants chimiques. Donc globalement, sur des études, il y a des études qui ont été faites dans ce cadre. Effectivement, la bio est le plus intéressante pour la diminution des gaz à effet de serre émis. On va prendre une dernière question. Oui, merci. J'avais une question presque d'ordre sémantique depuis le début des échanges, mais j'ai l'impression que vous avez en partie répondu, Tariq, parce qu'en fait, on a beaucoup cloisonné, j'ai l'impression, le terme d'agriculture régénératrice, bio, etc. Et en fait, pour moi, du coup, ça va au-delà de la restauration. En fait, on n'intervient pas. Enfin, l'intention, elle n'est pas forcément de restaurer. Et dans la restauration, il y a vraiment une forme d'intervention humaine pour réparer quelque chose, alors que dans la régénération, l'idée c'est de donner au milieu la possibilité de se restaurer par lui-même, et c'est pour moi le sens de la régénération. Donc apporter les conditions qui font que les milieux et les écosystèmes vont pouvoir être vivants à nouveau. Et du coup, là dans vos illustrations, il y avait beaucoup d'illustrations autour de l'agriculture de conservation des sols, donc qui permettent de ne pas trahir le sol, etc. Mais en Drôme, il y a pas mal aussi d'initiatives qui, pour moi, font l'objet vraiment de cette catégorisation autour de la régénération, de personnes qui ne travaillent pas beaucoup le sol, mais un petit peu, et qui visent à restaurer des milieux en débusant des cours d'eau et en replantant des haies, etc. Et pour moi, ça nourrit tout autant, enfin, en tout cas, c'est des pratiques qui nourrissent également le sol. Donc voilà, je voulais aussi souligner cette diversité. Finalement, c'est pas tellement siloté, il y a une diversité de pratiques qui sont très riches et qui visent à régénérer. Et je voulais parler notamment de Fermes Paysannes et Sauvages. Donc c'est vraiment un collectif de fermes qui se réunissent et qui se regroupent pour essayer d'échanger sur des pratiques qui vont dans cette idée de régénérer les milieux. Voilà, donc j'ai l'impression que vous avez en partie répondu, Tariq, mais voilà, je voulais souligner aussi finalement cette complexité, cette pluralité de pratiques qui va dans le sens de restaurer des milieux. Et merci pour l'intervention. Effectivement, on parle beaucoup on parlait du travail du sol, mais il y a aussi la question des aménagements pour la biodiversité, des aménagements pour l'infiltration, la mitigation du climat. Donc quand je ne sais pas si vous êtes baladé, quand on se balade dans des forêts, on sent que c'est plus doux. Donc effectivement, si on n'a que des plantes, des graminées ou autres, et pas d'arbres, voilà, on va avoir un sentiment des degrés supérieurs, 5 degrés de ressenti de plus, par exemple. Et il y a la notion de biodiversité aussi qui est fondamentale. Nous personnellement, à la DAF, on veut intégrer ces deux visions. Donc vraiment l'aspect culture, comment on améliore la façon de cultiver, comment on progresse, et aussi la question de l'aménagement. Comment aussi on rend nos fermes plus accueillantes à la vie. Donc il y a vraiment ces deux éléments que nous, qu'on essaye d'apporter sur les fermes. Après, chaque agriculteur va dans le sens où il veut aller. S'il y en a, certains, ils vont mettre pas trop d'agroforesterie, d'autres vont plutôt planter des arbres, vont continuer des pratiques de labour. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de... Comment dire, je rejoins du coup M. Darnaud, et c'est difficile de vraiment segmenter les agriculteurs entre eux. L'important ici, c'est plutôt de se dire on peut faire mieux si on s'en donne les moyens. Et voilà, je pense que c'était surtout ça qui est important de préciser. Est-ce
qu'on va clôturer la table ronde. Merci beaucoup. Et je pense que le mot, c'est adaptabilité finalement, et puis un travail en continu. Voilà, une approche en continu, une innovation continue. Merci beaucoup aux intervenants qui ont été avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions et d'être avec nous. Bravo. Et merci à vous d'être restés jusque-là. Et je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.